Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal est un plasticien. Il nous vient des Comores. Il s'appelle Seda et il est en résidence ici en Guyane avec l'association Guyana Art World. Art boucanté du 13 au 30 mai, ça se passe à l'Ancre. On en parle bien sûr avec l'invité du journal, je rappelle, Seda des Comores. A tout de suite. Éradiquer le paludisme en Guyane, c'est l'objectif que se sont fixés l'ARS avec d'autres acteurs locaux. Cette maladie qui touche presque exclusivement les communes de l'intérieur a tendance à s'affaiblir. Depuis 8 ans, le nombre de cas de paludisme répertoriés sur le territoire a diminué de 82%. Mais pas question de s'arrêter là. L'ARS souhaite poursuivre les efforts pour parvenir à son élimination. Pour cela, un plan de lutte sur 3 ans a été élaboré avec 5 axes stratégiques et une quarantaine de mesures. Le premier, c'est une meilleure connaissance, une meilleure surveillance précoce épidémiologique. Deuxième axe, c'est le développement de la prévention. Troisième axe, l'amélioration de la prise en charge des soins. On a aussi un volet international, puisqu'on a une partie de la population qui est mobile et qui est porteur de ce parasite, avec une coopération internationale qui sera mise en œuvre. Pour y parvenir, des actions seront mises en place dès la fin du mois. L'objectif étant de se rendre dans chaque commune et d'aller à la rencontre de la population. Mon rôle est de participer à la mise en application des actions définies par le plan de lutte contre le paludisme. Et les premières actions vont être mises en place ici au mois de mai, fin mai, début juin. Ce sont des actions de dépistage actif. Donc on va dépister toute la population de certains quartiers de Saint-Georges pour commencer. Donc tout le monde va être dépisté, tout le monde aura le résultat du dépistage et les personnes seront ensuite traitées par les CDPS. Des actions rendues possibles en raison de la forte diminution des cas de paludisme dans le département. Aujourd'hui, la Guyane se situe en dessous des 400 cas. D'ici 2018, ces mesures doivent permettre d'arriver à moins de 1 cas pour 1000 personnes dans toutes les localités de Guyane. La mairie de Cayenne, le département, la région, l'État et les bailleurs ont procédé au dernier acte juridique du projet de développement et de rénovation urbaine de la ville de Cayenne. La signature de l'avenant de sortie de la convention partenariale. Il s'agit de l'ultime avenant au PDRE. Plus de 147 millions d'euros ont été injectés dans ce projet. L'enjeu à Cayenne comme partout ailleurs, c'est de rénover la ville, rénover les quartiers. Et donc là, on est sur le premier programme qui a été lancé il y a 10 ans. Et donc l'idée, c'est d'aller au bout de ce programme et de le finir sur Cayenne, sur les quartiers qui ont été ciblés dans le cadre de ce premier programme. Donc au final, 140 millions d'euros financés, 40 millions apportés par l'ANRU pour rénover ces quartiers, comme on le voit ici avec des réhabilitations d'immeubles. Quand on reconstruit des immeubles neufs, quand on reconstruit des écoles neuves, ça change la qualité de vie des habitants au quotidien. Et donc l'idée, c'est de prolonger ça sur la fin du premier programme et puis en lançant un deuxième programme pour les 10 années à venir. Après un bilan des opérations réalisées, des dispositifs d'accompagnement mis en œuvre et le nouveau projet national de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine s'engage à nouveau dans un nouveau partenariat avec la ville de Cayenne afin d'intervenir sur les quartiers prioritaires. On va réfléchir en même temps au deuxième programme qui pourra concerner, qui concernera très fortement les quartiers de Cayenne. Et donc pour bien choisir les quartiers qu'on veut améliorer et bien choisir les opérations concrètes qu'on veut faire avec les immeubles à améliorer, les nouvelles constructions à prévoir. Alors, il y a plusieurs quartiers qui sont ciblés sur Cayenne. Il y a trois zones qui commencent à être définies autour du centre et des quartiers d'habitat à la fois dégradés et parfois habitat informel. Et donc voilà, il y a un périmètre qui est très très large, très concerné par ce projet. Il faudra cibler spécifiquement les opérations, les constructions, les réhabilitations à faire derrière. Le chef-lieu change, son paysage urbain se transforme. 3 secteurs d'intervention sont retenus pour le PDRU2, le centre-ville de Cayenne comprenant le village chinois, l'îlet Malouin et le Blanc, les quartiers de Mango, Anatole et Brutus et pour finir Mirza et Enzila. Le football guyanais continue sur sa lancée sur cette saison 2014-2015. Après les Yana Doko seniors, ce sont les catégories 17-18 ans qui ont marqué l'histoire du département en remportant le tournoi anti-Guyane. Ils ont été reçus ce matin à la région Guyane au même titre que leurs aînés. Ils sont en effet la génération d'avenir du football guyanais. Cette sélection a commencé depuis les U13. Ensuite, on a mis la passerelle donc, au niveau des U14, au niveau des U15.
Et la majorité des gamins que vous avez retrouvés dans cette sélection U17 ont fait la sélection U15 et certains sont passés par les sections sportives et par le pôle. Donc ça veut dire que c'est un cycle de travail qui est en train d'aboutir. En tout cas, c'est le premier titre en jeunes. Hein. Ça fait des années que nous participons à des compétitions en jeunes, notamment dans cette catégorie-là, notamment le tournoi Polichinant que nous n'avons jamais remporté. L'année dernière, nous avons échoué de peu en finale et cette année, c'est un aboutissement du travail de la Ligue de football et aussi des clubs parce que ce sont des clubs qui forment avant tout les joueurs. Cette victoire vaut son pesant en or pour la Guyane qui n'en était jamais ressorti vainqueur. Ces joueurs, pour la plupart, ont derrière eux des années de jeu ensemble. Pour les entraîneurs, jamais un groupe n'a été aussi soudé. Oui, c'est un groupe très soudé. Bon, faut dire que la majorité ont joué en sélection de 15 ans. Ils se connaissent pratiquement tous. Ils jouent en club ensemble, soit les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Ils se connaissent depuis longtemps. Et là, il n'y a pas eu de mal qui se trouve sur le terrain, il n'y avait pas de mal pour ça. Je pense que la génération 98, c'est peut-être la meilleure génération. Et oui, je pense que c'est la relève. Oui. Ces graines de champions ont raflé le titre, mais pas seulement. Parmi eux, Madère Jérémy a obtenu le titre de meilleur buteur du tournoi et Ribeiro Raphaël le titre de meilleur gardien. Pour une première, c'est beaucoup d'émotions pour moi. En tant que capitaine, nous avons été des vrais guerriers sur le terrain. Tout le monde s'est encouragé. Puis on a su finir aussi nos actions par moments. Même si au dernier match, une petite erreur qui nous paye cash. D'ici l'année prochaine, la majorité des joueurs passeront dans la catégorie supérieure en U19 et peut-être en sélection de Guyane senior. Pendant plusieurs mois, une équipe d'horticulteurs et de fleuristes ont sillonné le Maroni. Objectif, pouvoir dresser une vue d'ensemble de la flore caribéenne et relancer ce secteur en s'inspirant de ce qui se fait dans les régions voisines. Des horticulteurs ou des pépiniéristes qui font un travail important, mais aller voir ce qui se passe dans les autres pays de la Caraïbe conforte notre idée de dire que nous pouvons produire plus, nous pouvons vendre plus, nous pouvons maintenir des emplois dans l'horticulture. C'est le but avoué en fait. Mais c'est surtout mettre en place, non pas une filière, mais mettre en place effectivement une coordination entre les horticulteurs de la Caraïbe pour échanger. La Caraïbe, un bouquet de fleurs, un projet initié par la ville des Trois-Îlets en Martinique. Il vise la création d'un réseau international appelé à devenir un des rendez-vous majeurs dans cette zone pour les fleurs et le tourisme. Durant leur séjour, les spécialistes ont rencontré les acteurs du monde floral, notamment en Guyane. Vous connaissez la différence entre un philodendron et un monstera? Le monstera, il est percé, il a des trous. Absolument, absolument. Et à l'image de l'île Cognac que nous avons vu tout à l'heure, vous savez pourquoi il a des trous? Pour faire passer le vent et pour faire passer aussi les intrus, genre les feuilles et compagnie. Il faut absolument traiter, voire même détruire ce fruit-là, parce qu'il est chargé de cochenille, et là tu vas perdre, ça va contaminer tout. Tout. Alors la meilleure manière de traiter ça, il faut acheter de l'eau vifite, c'est de l'huile blanche. Une expédition qui s'est poursuivie au Brésil. Durant la semaine du 15 au 21 juin, la population pourra profiter de ces découvertes. Les Trois-Îlets recevront les floralistes cette année, un événement incontournable pour l'horticulture. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Seda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plasticien comorien. C'est la première fois que vous venez en Guyane. Vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi vous êtes venu. Mais première impression lorsque vous venez dans un département comme le nôtre, département français, la Guyane française, quelle est votre première impression ? Ce qui m'a impressionné, c'est la forêt, la grandeur de la forêt, l'espace aussi. C'est un endroit très spacieux par rapport à chez moi, une toute petite île. On a une forêt, mais ce n'est pas aussi dense que ce que j'ai vu ici, les rivières aussi. Ce que vous appelez des rivières, pour moi, c'était des fleuves. Je pensais que c'était des fleuves, pourtant c'est que des rivières. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellé la première fois. C'est vrai qu'on fait toujours des comparaisons lorsqu'on vient pour la première fois dans un pays. Il y a des liens comme ça. Autre lien, autre chose d'un point de vue culturel, vous apprenez à connaître
les gens qui sont autour de vous, les Guyanais notamment, et pas seulement. Peut-être vous avez remarqué un brassage culturel chez nous ou pas? Oui, beaucoup de métissage, déjà physiquement, dans les visages des gens, la manière de s'habiller, de parler aussi. Et c'est très enrichissant pour moi, qui vient aussi d'une île qui est très métissée. Et il y a aussi l'accueil des Guyanais. C'est vraiment cool. Je ne me sens pas du tout dépaysé. Je me retrouve un petit peu chez moi quand même. Très bien, voilà les premières impressions de notre invité ce soir. Vous êtes venu avec le concours de Guyana Art World, notamment pour une résidence artistique. Expliquez-nous comment vous travaillez cette résidence. Eh bien, d'abord, je veux dire que cette résidence est née par rapport à l'échange qu'il y a déjà eu l'année dernière avec Guyana Art World. À Moroni, on a le festival d'art contemporain des Comores. Donc, on a fait venir 5 artistes guyanais là-bas pour exposer. Et en échange, pour bien sûr enrichir et renforcer ces liens, ils nous ont invités ici. Moi et un autre peintre aussi qui s'appelle Papéane, mais qui va arriver un peu plus tard. Et donc, je suis venu pour créer des œuvres sur place, échanger avec les artistes et partager avec les artistes d'ici. Parce que c'est ça le but de ce projet, c'est vraiment l'échange et le partage. D'où le nom Art Boucanté. Voilà, d'où le nom Art Boucanté. Oui. Je rappelle, du 13 au 30 mai, ça se passe à l'EPCC à l'Ancre, tout simplement. C'est vrai que le nom a changé. Les 3 fleuves, on pouvait vous rajouter d'autres noms également. Vous parliez de fleuves tout à l'heure. On va revenir sur votre résidence et notamment sur l'expo du 13 au 30 mai. Vous êtes plasticien, vous faites passer des messages à travers vos œuvres. Ces œuvres ont-elles déjà fait bouger les lignes dans votre pays, d'un point de vue politique, par exemple? J'ai parcouru un petit peu votre CV. Est-ce que ça a fait bouger des lignes, des fois? Oui. C'est un peu le but d'un plasticien aussi. C'est un peu le but du plasticien aussi, c'est de passer des messages ou de partager ce qu'on ressent dans nous, de l'échanger avec les autres. Donc ça a beaucoup bougé, surtout j'ai travaillé aussi lors de mon dernière exposition. C'est un projet que j'ai mené durant 3 ans de recherche sur la culture comorienne, en particulier dans la manière de se coiffer. Et durant ces 3 ans, j'ai mené des recherches, j'ai fait des recherches photographiques, j'ai lu, j'ai interviewer des anciens, des coiffeurs contemporains aussi, pour puiser cette matière. Et puis, ça m'a permis de faire des échanges aussi avec des artistes réunionnais qui travaillaient sur le même thème dans la région océan Indien. Ils sont venus aux Comores, on a échangé sur ce thème aussi. Et, alors, qu'est-ce qui en ressort, justement? J'ai presque envie de dire, j'ai lu un petit peu, les cheveux chez vous, c'est culturel, c'est religieux. Oui, racontez-nous un petit peu. Il y a toutes ces influences-là. Je vais dire par un petit exemple. Par exemple, si une femme est en deuil, elle ne peut pas se coiffer par respect déjà à son défunt, son mari qui est parti, mais aussi pour ne pas montrer son apparence, sa beauté et attirer un autre homme avant une période qui est limitée religieusement. C'est 4 mois et 10 jours. Elle doit rester humble et tout à la maison, ne pas sortir, ne pas être vue par d'autres hommes adultes comme elle plutôt. Et elle ne se coiffe pas, elle laisse ses cheveux comme ça pour ne pas paraître belle devant les autres. Et puis, donc là, il y a la culture, il y a à la fois la religion qui se brasse. On apprend aussi que les cheveux, on ne les laisse pas, les cheveux tomber par terre. Les cheveux, une fois qu'on se coiffe, ou une fois qu'on les a coupés, on ne peut pas les jeter. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent récupérer tes cheveux et aller voir le sorcier pour te lancer des sorts. Parce que chez nous, on croit que les cheveux, c'est comme des antennes qui reçoivent les énergies célestes ou les énergies qui viennent de notre Créateur.
Donc c'est une porte d'entrée vers l'intérieur de l'être humain. Voilà, entre autres, ça c'était la dernière expo de CEDA. Alors, votre résidence artistique, elle aura lieu où et avec qui? J'ai commencé à l'atelier de Simon Saint-Ange à Remire. J'ai commencé à faire une toile là-bas. Je suis parti aussi à l'atelier de John. John Liafou? John Liafou, oui. J'ai travaillé 3 jours dans son atelier. Hier, j'ai pris contact aussi avec Rosemane Robineau. J'ai déjà visité son atelier. Je suis en train de voir comment je peux caler pour aller travailler un peu chez elle et puis faire le tour de quelques ateliers d'artistes ici pour échanger, se rencontrer et puis... C'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne travaille pas sur un seul endroit parce qu'il faut que j'aille vers les autres. Ça, c'est ma philosophie aussi dans mon travail, c'est d'aller vers les autres. Je ne reste jamais chez moi, dans mon coin, je m'ouvre à tout le monde et j'aime bien aussi recevoir les autres. Et vous voyagez beaucoup également, vous exposez un petit peu partout dans le monde. Vous êtes quelqu'un de très influent dans le domaine de l'art. Dans vos voyages et les gens que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui a influencé un artiste comme vous qui influencez les autres? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de retrouver ou de se retrouver chez les autres, envers les autres aussi. C'est-à-dire, lors de mon voyage en Chine, par exemple, j'y étais 2 fois et la deuxième fois, j'étais en résidence. On m'a amené visiter des grottes et j'ai trouvé des symboles et des signes dont j'utilise aussi dans mon travail, que j'ai puisé dans les talismans qui se font localement chez moi. Moi, je pensais que c'était des signes à nous. Et pourtant, ça existait aussi dans une autre expression, dans une autre culture, une autre écriture d'ailleurs. En visitant aussi la cité interdite, sur le plafond, il y avait des écritures. C'est une langue, une écriture ancienne chinoise. Et j'ai trouvé quelques symboles aussi. Donc, c'est ça, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est qu'on se retrouve partout. Et dans ce que vous faites? Je suis allé en Afrique, la même chose, que ce soit dans la langue, dans la culture culinaire, dans les arts, tout se retrouve en fait. Du 13 au 30 mai à l'EPCC, qu'est-ce qu'on va retrouver? 2 toiles, vous dites? Ça parle de quoi? On va trouver 2 toiles que j'ai fait ici, plus une sculpture. Et j'ai ramené 3 toiles de Moroni. Et ce que j'ai fait ici, je me suis inspiré par ce qui m'est venu la première fois, c'est-à-dire les rivières, le paysage, la forêt, tout ça. Donc, je vais parler de l'esprit du fleuve et de l'esprit de la forêt en communion ou bien en échange, en communication avec mon être, avec moi-même. Alors, on a bien compris que vous échangez effectivement avec bon nombre d'artistes ici en Guyane. Le grand public qui nous regarde ce soir, qui a envie de rencontrer CEDA, envie de discuter avec vous, ça se passe où? Il faut aller à l'Ancre, on peut vous voir quand, là-bas? On peut me voir là-bas à partir du 13. J'essaierai d'être là dans la matinée. D'accord. Jusqu'à... Ça, c'est pour ceux qui veulent effectivement partager avec vous. Je rappelle, à l'initiative de Guyana Art World. Et c'est un échange, un concours d'art plastique dans un premier temps. 2 artistes du Comore ici en résidence. Il y a un objectif pédagogique derrière tout ça, bien sûr. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau ce soir. Et je vous rappelle, du 13 au 30 mai, allez-y pour cette expo qui aura lieu donc à l'Ancre. À très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir avec notre invité. Rendez-vous demain à la même heure. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du Dom Lac et Zod présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.